On est en 2012, alors qu'Evolve se dévoile avec une promesse ambitieuse, réinventer le multijoueur avec un gameplay asymétrique. Le concept séduit, la hype est énorme et pourtant, il ne faudra que quelques mois pour que le nombre de joueurs actifs s'effondre, jusqu'à finir en free-to-play après seulement 2 ans. Ce premier essai aurait pu être vu comme un mauvais présage pour le genre du jeu asymétrique, mais l'expérience devait être répétée. Friday the 13th en 2017, Predator Hunting Grounds en 2021, Evil Dead Ghostbusters et Massacre à la tronçonneuse en 2023, tous suivent le même schéma. Un lancement fort, puis une base de joueurs qui s'épuise en quelques mois. Tous, non. Un jeu résiste encore et toujours à l'oubli, Dead by Daylight. Sorti en 2016 sans licence connue pour le soutenir, avec un gameplay minimaliste basé sur la réparation de générateurs, il ne paraissait pas très prometteur. Et pourtant, 8 ans après sa sortie, il est toujours là. Toujours joué, toujours mis à jour et toujours en train de signer des collabs. Stranger Things, Alien, Hellraiser, SNK. Et là où je citais Evolve comme l'inspiration principale du genre, c'est en réalité Dead by Daylight qui en est devenu la référence, en se démarquant de ses concurrents pas par sa marque, mais par son gameplay d'une surprenante richesse. Voilà à quoi ressemble une partie de Dead by Daylight. 4 survivants sont placés dans une arène choisie aléatoirement, ils apparaissent chacun dans un coin de la carte et leur objectif est simple, réparer 5 générateurs parmi les 7 disséminés sur la map. Une fois les 5 générateurs réparés, 2 leviers s'activent, chacun ouvrant une porte. Si les survivants parviennent à atteindre une de ces portes, actionnez le levier. Et s'enfuir, ils remportent la partie. Mais évidemment ce n'est pas aussi simple. Car pendant ce temps-là, un tueur, contrôlé par un autre joueur, apparaît lui aussi quelque part sur la carte. Son but, empêcher les survivants de s'échapper en les sacrifiant un à un à l'entité. Pour ce faire, le tueur doit d'abord explorer la map, pour repérer les survivants. Heureusement pour lui, les générateurs sont affichés en rouge, ce qui lui donne des indices sur les zones à patrouiller. Dès qu'il repère un survivant, il doit le poursuivre et le frapper, 1 et 2 fois pour le mettre à terre. Une fois à terre, le tueur peut l'attraper et le suspendre à un crochet, et aussi signalé par des auras rouges. Une fois accroché, un timer se lance. Si ce timer tombe à 0, le survivant est sacrifié, mais il peut aussi être sauvé par un allié avant la fin du temps. Le survivant peut être sauvé 2 fois. La 3e fois qu'il est accroché, il sera directement sacrifié. Et si tous les survivants sont sacrifiés, c'est bon, le tueur a gagné. À ce stade, on pourrait se dire que Dead by Daylight a l'air simple. En effet, il manque beaucoup d'abstractions dont on a l'habitude. Il n'y a pas de point de vie, pas de point d'attaque, pas de point d'armure. Le jeu est centré autour d'un seul élément, le temps. Dans DBD, chaque action a un coût temporel précis. Réparer un générateur, 90 secondes. Saboter un générateur, 1,8 secondes. Fouiller un casier, 2,34 secondes. Et ça continue. Soigner, porter, accrocher, sauter une palette, chaque animation, chaque décision est une question de temps. Et cela va prendre tout son sens quand c'est mis en relation avec l'asymétrie. Dans DBD, il y a 2 équipes, chacune avec un objectif précis. Les survivants veulent réparer les générateurs, ouvrir la porte et s'enfuir. Le tueur veut sacrifier tous les survivants. Et l'équipe qui arrive à remplir son objectif en premier a gagné. Sauf qu'il y a un point qui fait toute la différence, c'est qu'il y a 4 survivants et un tueur. Pendant qu'un survivant est poursuivi, les autres peuvent continuer de réparer. C'est là toute la subtilité. La recherche et la poursuite de survivants est donc une perte de temps pour le tueur. Le seul moment où il avance dans son objectif, c'est lorsqu'il accroche un survivant. Le cœur du gameplay va donc se situer dans ces 2 aspects. En tant que survivant, faire durer le plus longtemps la poursuite ou la recherche va permettre à votre équipe de continuer de progresser sur les générateurs. Le tueur, lui, va essayer d'aller le plus vite possible. Et étant donné qu'il est plus rapide que vous, il va falloir être plus malin que lui. Et c'est là qu'on touche à l'autre grande force du jeu, le mind game. Car DBD c'est avant tout un jeu de bluff. Regardez ce clip. Comme ça, il n'a l'air de rien, mais en réalité, voici ce qu'il se passe. J'ai baissé la palette devant le tueur. À partir de ce moment-là, il peut soit décider de la casser, ce qui me donnerait le temps de fuir, soit il peut contourner le mur pour venir de l'autre côté, ce qui me permettrait de glisser au-dessus de la palette pour partir dans l'autre sens. Il est au courant que ce sont mes possibilités. Il va donc chercher un moyen de me piéger. En faisant semblant de partir sur la gauche, il espère que je glisse au-dessus de la palette pour me cueillir à l'arrivée. Mais vous pouvez le voir, je ne me laisse pas avoir, la première et la seconde fois, ce qui le force à casser la palette. Je lui ai fait perdre de précieuses secondes sans qu'il ait pu m'attraper. Et ce gameplay est selon moi la première grande force du jeu. Il est très accessible sans être simpliste. Le fait que l'ensemble du jeu soit centré autour du temps rend son apprentissage surprenamment organique.
vous allez très vite réaliser si en tant que tueur ou survivant, vous perdez ou gagnez suffisamment de temps. Vous allez déjà voir les générateurs qui se complètent un à un, et ensuite une course qui s'éternise, ça se ressent instinctivement. Mais également, le fait que le cœur du gameplay soit centré autour du mind game est une énorme qualité. Apprendre à être plus intelligent que les autres joueurs, ça va vous demander beaucoup de pratique. C'est une compétence qui est éternellement améliorable, vous avez donc un gameplay qui peut facilement attirer de nouveaux joueurs, mais en même temps les garder dans la durée. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme vous avez pu le voir dans ces gameplays, le jeu possède énormément de tueurs différents. Il y en a beaucoup trop pour que je puisse tous les décrire, mais globalement ils sont regroupés en 3 catégories. La première est celle des planificateurs. Par exemple, le trappeur peut ramasser des pièges à loups. Une fois placés et activés, ces pièges vont blesser et piéger les joueurs qui marchent dedans. Il peut aussi se les prendre lui-même s'il ne fait pas attention. Cela demande donc de la stratégie, car s'il les place aux bons endroits, il peut finir des poursuites avant même qu'elles aient commencé. La seconde catégorie, ce sont les assassins. Comme le Wraith, qui possède une cloche qui le rend invisible. Cela efface son apparence visuelle, mais également le son de battement de cœur que les tueurs émettent habituellement. Cependant, il ne peut pas frapper invisible, et pour sortir de son invisibilité, il doit réactiver sa cloche, ce qui prend un certain temps et alerte les survivants de sa présence. Il peut donc rechercher les survivants beaucoup plus efficacement, mais a toujours des difficultés lors des poursuites. Et enfin, la dernière catégorie, les chasseurs, comme celle du même nom, la Huntress. Il a une vitesse de déplacement plus basse que la moyenne, mais peut lancer des haches. Ces haches sont des projectiles soumis à la gravité. Il faut donc pouvoir anticiper les mouvements des survivants pour les toucher, ou pour les survivants, anticiper la direction dans laquelle elles visent pour les esquiver. Elle en possède en quantité limitée, mais peut se réapprovisionner dans les casiers. Cette catégorie de tueurs a en général un pouvoir plus mécanique, mais qui bien joué peut grandement raccourcir les poursuites. Regardez par exemple ce clip. Un skill shot tellement bon qu'il aura fait déconnecter l'autre joueur de rage. Chacun de ces tueurs va proposer une nouvelle expérience, que ce soit dans la maîtrise de ce nouveau personnage, ou à l'inverse, dans l'art de le contrer. Dans chaque partie, vos actions vous feront gagner des points dans différentes catégories. À la fin de celle-ci, vous pourrez les dépenser dans la Blood Web, un graphe généré aléatoirement contenant une variété d'upgrades que vous pourriez utiliser. Chaque graphe complété augmente le niveau de votre personnage de 1, augmentant ainsi la taille du prochain graphe généré et la rareté des éléments trouvables dans celle-ci. Après un certain niveau, l'entité apparaîtra dans votre graphe dévorant progressivement des nœuds. Il faut donc choisir intelligemment ceux que vous voulez en priorité. Les upgrades les plus simples sont les offrandes. Ils ont des effets globaux qui sont consommés après leur utilisation. Vous pouvez par exemple forcer l'apparition d'une map, booster le nombre de points que vous rapporterez à cette partie, ou les plus rares, les Mori, permettent aux tueurs de pouvoir directement tuer par eux-mêmes un survivant sous certaines conditions. Chaque tueur a son propre Mori rappelant les finishers de Mortal Kombat. Ensuite, il y a les items. Ils sont également consommés après chaque utilisation pour les tueurs. Cela va altérer leurs pouvoirs les plus courants en réduisant la durée des animations ou les cooldowns des attaques. Les plus rares, quant à eux, peuvent avoir des effets bien plus significatifs, comme rendre la cloche du Wraith silencieuse lui permettant ainsi de surprendre les survivants. Du côté des survivants, les items donnent des capacités supplémentaires. Par exemple, un kit de soins permet de se soigner soi-même ou de soigner un autre survivant plus rapidement. Une caisse à outils permet de réparer un générateur plus vite, tandis qu'une lampe torche peut être utilisée pour éblouir un tueur pendant un certain temps, mais cela demande d'être bien visé. Et enfin les compétences, celles-ci persistent au fil des parties et affectent des éléments génériques du jeu. Par exemple, en tant que tueur, j'en possède une qui me montre l'aura des survivants lorsque j'en accroche un, ce qui raccourcit donc considérablement la phase de recherche. De l'autre côté, en tant que survivant, j'en ai une qui s'active si le tueur regarde dans ma direction, ce qui me permet donc de mieux anticiper son arrivée et de me cacher plus efficacement. Il y en a beaucoup d'autres dans le jeu, et chacune a son intérêt s'incluant dans une stratégie de jeu précise. Celles-ci sont en 3 raretés, jaune, verte et violette. Chaque rareté donne un boost meilleur que la précédente. Chaque personnage a 3 compétences qui lui sont liées. Lorsque vous atteignez le niveau 50 et passez en prestige, vous les débloquez à tous vos autres persos. Chaque prestige les débloque à un niveau de rareté. Il est donc encouragé de monter tous vos persos prestige 3 pour avoir toutes les compétences au max. Un système intelligent pour motiver à jouer avec tous les tueurs et survivants disponibles. C'est selon moi sa seconde grande force. Il a énormément d'éléments qui permettent de renouveler son expérience de jeu. Que ce soit les tueurs, les items ou les compétences, en tant que joueur vous avez énormément de choses à découvrir et à apprendre. Et à utiliser librement, car le jeu est surprenamment bien équilibré. Il suffit de voir les tier lists des tueurs ou des compétences, ce qui est un fait accompli très impressionnant par les développeurs. Et ça sera mon troisième point positif. Je trouve que Behavior s'en sort très bien pour maintenir le jeu vivant. Chaque année, ils sortent 4 nouveaux chapitres, chacun introduisant une nouvelle carte, un nouveau survivant avec 3 nouvelles compétences, et un nouveau tueur avec 3 nouvelles compétences. Ils sortent aussi ce qu'ils appellent des tomes,
qui sont des Battle Pass composés d'un ensemble de défis, récompensant le joueur par des cosmétiques et du lore. Tout cela s'additionne évidemment à des events, des mises à jour, des patchs et des collabs. Le jeu a donc de bonnes années devant lui, je vous invite donc à l'essayer par vous-même, je n'ai qu'à peine écorché la surface et il vous reste plein de choses à découvrir. Si jamais vous désiriez voir du gameplay de haut niveau, je vous encourage à regarder ces streamers. Ils ont chacun beaucoup trop d'heures de jeu et si vous êtes intéressé par le concept, ils pourront vous apprendre des techniques très utiles pour progresser. C'est un jeu fascinant qui a réussi ce que peu ont réussi et dont sa longévité et sa popularité méritent qu'on s'y intéresse. Sur ce, merci de m'avoir écouté. A plus!